Les scientifiques la classent dans la famille des échinodermes, ce qui veut dire qu'il y a des pointes sur la peau, pas très romantique. Yves est allé à quelques mètres de profondeur en débusquer toute une colonie installée dans une faille de rocher. Nous préférons tous étoile de mer, le nom lui va si bien, mais nous allons voir qu'avec ses formes élégantes et ses belles couleurs, l'étoile de mer n'est pas qu'une curiosité inoffensive des fonds marins et qu'elle sait très bien se débrouiller. L'étoile de mer fait partie du groupe des échinodermes, comme l'oursin. C'est un animal chez qui on retrouve la symétrie rayonnée, donc par rapport à un axe vertical qui passe par le centre de l'animal. Alors, chez les étoiles de mer, on retrouve aussi la présence des piquants sur le dessus du corps et surtout ces pieds ventouses qui permettent à l'animal de se déplacer. Et je pense que tu as dû le voir en plongée. L'étoile de mer, pour se déplacer, utilise des centaines de pieds ventouses qui se trouvent sur le corps de l'animal et qui sont en réalité la partie visible d'un système hydraulique complexe qui se trouve à l'intérieur de l'animal. Oui, parce qu'en réalité, à l'extérieur de l'eau, l'animal ne peut plus se déplacer. Voilà, il lui faut de l'eau de mer pour avancer dans l'eau. Et cette eau de mer va rentrer ici par le dessus de l'étoile, par cette petite plaque percée de trous qu'on appelle la plaque madréporique. Et gonfler donc ainsi les pieds ventouses. Voilà. Michel, les étoiles de mer peuvent se déplacer vers leur proie, mais comment peuvent-elles les détecter ? Alors, ils ont différents organes sensoriels, notamment les yeux à l'extrémité des bras, tu vois, ces petits points rouges. Mais en fait, ce sont des yeux qui sont plutôt sensibles aux variations d'intensité lumineuse. Alors, ils peuvent aussi sentir les odeurs sur le fond, notamment des cadavres, parce que ces animaux se nourrissent aussi de charognes. Et lorsqu'ils arrivent en fait sur un banc de moules, par exemple... Ouais, on en voit quelquefois des centaines qui envahissent ces moules qui sont le long des parois. Voilà. Alors, ils vont recouvrir l'animal par leur corps et bien la maintenir par les pieds ventouses. Et c'est à ce moment-là que l'estomac commence à faire son œuvre. Elles vont commencer à sécréter des sucs digestifs qui vont même ronger le bord de la coquille. Et il suffit d'un espace très fin entre les deux valves pour que l'étoile de mer puisse introduire son estomac dans sa proie et la digérer en quelques heures. Et elle peut aussi s'attaquer au patel, au chapeau chinois, mais celui-ci est quand même bien armé. Il va détecter sa proie grâce aux petits tentacules sensoriels qui se trouvent autour de la coquille. Et lorsqu'une étoile s'approche, il soulève sa coquille très lentement et la plaque très rapidement pour essayer d'emprisonner les pieds ventouses de l'étoile de mer et lui faire mal. Donc l'étoile s'en va, ou alors elle perd quelques pieds. Michel, sur le fond, on voit des quantités incroyables d'étoiles de mer. On a l'impression qu'elles n'ont pas du tout de prédateurs. À part peut-être le coquillage, le triton, qui mange l'étoile commune. Oui, c'est vrai que l'étoile de mer a très peu de prédateurs, comme tu dis. Peut-être que le stade critique chez cette espèce serait la phase larvaire, où les petites larves qui dérivent peuvent être la proie d'animaux comme les méduses ou d'autres animaux du plancton. Comment se reproduisent-elles, ces étoiles ? Il y a différentes manières de reproduction selon les espèces. Enfin, la plupart des étoiles de mer sont mâles ou femelles et vont libérer les cellules reproductrices en pleine eau. Donc, pour cela, elles s'arc-boutent et on voit des flux de gamètes qui tombent. La fécondation se passe en pleine eau. Ça donne un œuf qui va évoluer en une petite larve nageuse. Et je crois que tu en as filmé. Exact, au large, dans le plancton aussi. C'est très très impressionnant de voir la forme qu'elle a par rapport à ce qu'elle doit devenir. Ensuite, elle descend sur le fond et elle va prendre cette forme d'étoile de mer. Alors, il y a une autre espèce qui est très, très connue des petits-enfants lorsqu'ils se promènent sur les grèves, en soulevant les rochers. On peut trouver la petite astérine bosselée, et qui, elle, alors, a un mode de reproduction différent, puisque déjà, elle peut changer de sexe. Elle est, pendant ses 2 premières années, mâle, et elle devient ensuite femelle. Chez cet animal, les œufs sont fixés sur les rochers.
par la femelle et le mâle vient ensuite par-dessus les féconder et ça va donner non pas des petites larves nageuses mais des juvéniles qui ressemblent un peu à des petits cristaux de glace qui se déplacent sur les rochers. C'est vraiment magnifique. Pour respirer, eh bien, l'étoile de mer n'a pas de branchies. Alors comment fait-elle? Elle va utiliser ses pieds ventouses pour prélever l'oxygène de l'eau. Et elle possède aussi sur le dessus des bras des espèces de petits sacs transparents qu'on appelle des papules qui lui permettent aussi de prendre l'oxygène de l'eau. Et autour, tu vois les piquants et les pédicellaires qui permettent à l'animal de se nettoyer. Michel, en plongée, je vois de temps en temps des étoiles de mer, comme celle-ci, qui ont un bras plus court. Oui, c'est vrai que les étoiles ont un pouvoir de régénération d'organes. Elles sont capables de reformer les bras manquants. Et un seul bras d'une étoile peut aussi reformer une étoile tout entière. Il suffit qu'il y ait un morceau du centre de l'étoile. Ah, ce sont des animaux vraiment résistants. Oui, on pourrait dire que les étoiles sont éternelles, un peu comme celles que l'on voit dans le ciel. Oh oh, poétique et plein d'humour aujourd'hui notre ami Michel. Mais n'oublions pas que cette étoile de mer si belle et si élégante est avant tout une grosse gloutonne, capable d'avaler en un jour plusieurs fois son poids en nourriture. Et comme on peut en trouver plus de 150 au mètre carré, vous imaginez les dégâts sur un banc d'huîtres ou de moules.